Bienvenue sur ce nouvel épisode des Unes. Je suis Chloé et aujourd'hui j'ai le plaisir de faire cet épisode avec Justine. Bonjour Justine. Bonjour Chloé. Justine, c'est la première année que tu vas faire cette rentrée hors des bancs de l'école. Tu as un parcours de vie, une vocation, je dirais presque, d'être enseignante de français au collège. Tu Mhm. es très engagée sur ton propre chemin de développement personnel et notamment autour des notions d'empuissancement de femmes. Et cette Ouais. année, tu t'offres une magnifique aventure, j'ai envie de dire, avec ton partenaire, ton compagnon, pour aller explorer pendant une année des lieux de vie communautaires, pour Ouais. voilà, explorer la vie différemment et peut-être aussi pouvoir à ton tour te positionner pour la suite de tes aventures. Ce que j'ai envie de partager aussi quand je parle d'engagement, c'est que tu as cette capacité de te former en autodidacte autour des notions de la communication non violente notamment, et toute une approche corporelle, émotionnelle pour finalement améliorer les relations ou en tout cas être plus à l'aise avec qui tu es. Et j'ai aussi envie de te présenter comme une écrivaine, une autrice de Mhm. textes que tu partages sur ton blog. Je mettrai un lien pour les personnes qui nous écoutent. Donc des textes, des poésies, et toujours sur un ton très engagé et en même temps très doux. Oui, je peux parler un peu plus de ce projet qui est en fait un projet commun puisque c'est mon projet, mais c'est aussi le projet de mon compagnon, Baptiste. C'est un projet qu'on a envisagé ensemble et on s'est effectivement offert un an pour pouvoir explorer des possibles. Notre envie, c'est de questionner notre manière d'habiter le monde et de travailler dans le monde et de voir si on peut trouver des manières qui prennent plus soin de nous, de la terre, de ce qui nous entoure. Et on part donc faire un tour de France des écolieux et des écovillages de France, et aussi pour ma part des écoles et des collèges à pédagogie alternative, puisque j'ai envie de continuer à me former en autodidacte sur ces questions pour pouvoir progresser. Donc effectivement, ce sera ma première non-rentrée depuis 26 ans, puisque j'ai toujours fait ma rentrée d'abord en tant qu'élève, étudiante, après en tant que surveillante, et puis enfin en tant que prof. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Cette, euh, Cette épopée, cette aventure, tu la partages aussi du coup avec ton compagnon, comme tu le disais. Et moi, ce que j'adore, c'est me dire que vous êtes parti avec une toute petite voiture. Souvent, les gens qui partent comme ça faire des projets, je sais pas, ils partent avec des camions, en tout cas dans mon imaginaire. Et vous, il y a quelque chose de tellement simple, de tellement évident, de tellement fluide depuis le début dans votre rencontre et dans votre parcours, dans votre projet, comme si en fait, moi, ça m'évoque cette notion de c'est possible en fait. C'est possible même avec des tout petits moyens parce que vous êtes parti avec vraiment une toute petite voiture, quoi. Ouais, on est parti avec ma Fiat Panda, donc une petite, très petite voiture. Et effectivement, bon, l'idée, c'était de partir au moindre coût parce que bah, moi, je suis en année de disponibilité, donc je touche aucun salaire et j'ai le droit à aucune aide, parce que c'est une disponibilité sur convenance, donc on est libre, mais on ne gagne rien. Et Baptiste qui est lui au chômage, donc voilà, on avait peu de moyens, un petit peu de côté, mais pas beaucoup de ressources, et on pouvait pas se permettre d'acheter un camion. Donc on avait ma voiture et et on est parti avec, et c'est super parce que ça nous a aussi obligés à être dans une recherche de sobriété. On s'est dit, et ce qui était une de nos envies, bah voilà, comment on va vivre un an avec le strict minimum, et il faut que tout rentre dans la voiture. Et donc ça a été un vrai questionnement aussi. On est en train justement de se dire qu'on va écrire un article sur ce qu'on a pris avec nous, parce que ça a été une vraie réflexion en amont de se dire bah, de quoi on va avoir besoin, mais ça, est-ce qu'on est sûr qu'on en aura besoin ou pas? Ah mais non, mais ça en fait, enfin, si on en a besoin, on en achètera, et on fait confiance surtout dans les rencontres qu'on va faire et dans les lieux où on va aller pour qu'on ait une forme d'abondance dans ce qu'on va trouver. C'était vraiment un pari de la confiance. C'était pas facile de lâcher la sécurité et le confort, mais avoir la Fiat Panda et partir en Fiat Panda, ça permettait ça notamment. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu le vis là depuis le début de ton voyage? Parce que tu es parti il y a quelques semaines maintenant, je dirais. Ouais, ouais. Le vrai voyage a débuté. On a rendu nos appartements en juin, enfin en début juillet, mais on a vraiment commencé notre tour à partir de fin août. Et bah, on a déjà traversé les phases d'inconfort, hein. Le camping pendant un mois, c'est bien, mais
ça peut être compliqué, on mange pas toujours très bien. Moi, j'ai été malade en plus, donc être malade en faisant du camping, c'est vraiment l'horreur. Enfin, voilà, on se rend compte aussi du confort que c'est. Là, on a retrouvé des vrais lits pendant une semaine. On était là, mais c'est incroyable en fait, juste d'avoir un lit. Ça nous fait prendre aussi conscience de tous les privilèges qu'on a et dont on ne se rend pas compte au quotidien. Mais ça, c'est pour l'aspect plutôt confort, parce qu'après, sur le reste, on a fait vraiment des super rencontres déjà. On a été déjà super nourris par tout ce qu'on a vu. Enfin, on est toujours très enthousiasmé de rencontrer un nouveau lieu, des nouvelles personnes, et ensuite de pouvoir le partager effectivement avec le blog qu'on fait. Donc, euh, donc non, pour l'instant, on est super content et juste super enthousiaste aussi d'être libre en fait, de se dire que tout est possible, tout est ouvert et on a un an pour expérimenter tout ce qu'on a envie d'expérimenter et pour aller là où on a envie d'aller. Et ça, moi, j'ai pas l'habitude du tout, venant d'un cadre d'éducation nationale où j'ai mes vacances à telle période, etc. Bon, bah, là, c'est tout nouveau. C'est un champ d'expérience et d'exploration assez chouette. Comment est-ce que tu la vis, cette liberté? Tu en as déjà un peu parlé dans ce que tu viens de partager, mais comment c'est pour toi justement de passer d'un cadre très structuré à une ouverture des champs des possibles qui est illimitée et vaste? Bah, ça a été un gros, gros travail sur moi-même. Parce qu'effectivement, bon, je suis fonctionnaire, donc je vais pas dire que tous les fonctionnaires le sont parce qu'ils aiment la sécurité, mais en tout cas pour moi, je me suis rendu compte dans mon cheminement personnel que c'était aussi une volonté pour moi d'assurer ma sécurité et donc m'offrir cette année de liberté, c'est venu pas mal me challenger sur ces questions-là. Voilà, mais j'avais vraiment besoin de ça. Et puis la liberté est quand même une valeur qui est assez fondamentale pour moi depuis longtemps. Et je pense que là, ça a été l'occasion d'apprendre à la mettre en pratique, de me dire, bon, bah voilà, ça fait. En plus, avec les 2 années qui sont passées, qui étaient très compliquées, avec le Covid, où voilà, moi je me suis retrouvée toute l'année dernière à devoir enseigner avec un masque, c'était vraiment très difficile. Et j'ai subi, et là je me suis dit, en fait, c'est terminé, j'ai plus envie de subir. Et donc, bah, j'ai envie de m'offrir vraiment cette liberté, d'aller voir. Et puis bon, ça reste quand même dans un cadre sécure parce que dans un an, je vais revenir. J'ai pas perdu mon emploi, même si j'ai perdu le poste où, enfin, je travaillerai plus dans le collège où je travaillais, mais en soi, voilà, j'ai quand même une sécurité de l'emploi qui est quand même qui est super agréable. Et, et non, voilà, c'était un vrai chemin. Pour moi, cette année, c'est vraiment une transition intérieure. Je vais dire intérieure, d'apprendre à passer de tout sécuritaire, au contraire, à la liberté qui est là et m'offrir ça. Me donner le droit de m'offrir cette liberté et de pas être toujours dans ce qu'il faut faire, le devoir, la règle. Donc, c'est un apprentissage. Voilà, c'est apprentissage, c'est le mot. En fait, ton projet, Justine, c'est d'aller à la rencontre donc d'écolieux, d'éco-villages. Tu participes à des formations, tu rencontres simplement les personnes. Comment ça se passe? Parce que cette aventure, tu la vis pas toute seule, en fait, depuis le début. En fait, ça dépend vraiment des modalités d'accueil des lieux où on va. Il y a des lieux où on est allé plutôt en formation, comme à Sainte-Camelle par exemple, où là on y va, on paye et on reçoit une formation qu'ils appellent immersive. Donc on est dans le lieu, on est avec les habitants, on voit comment ils vivent et en même temps on a un cadre de formation. Euh, Là, actuellement, je suis au village démocratique de Courgues, donc c'est encore une autre modalité, c'est ce qu'ils appellent des vacances immersives, donc il n'y a pas de formation, mais on est beaucoup plus en immersion. On va faire du woofing dans certains lieux, enfin voilà, ça dépend vraiment des modalités d'accueil. Il y a des endroits où on arrive, on paye en prix libre et conscient. En tout cas, on a nos deux tentes, voilà, dans la voiture, et l'idée c'est de pouvoir au maximum venir sans déranger, mais en pouvant aussi vivre sur les lieux et découvrir, être à l'intérieur, au cœur des lieux, pour pouvoir découvrir les personnes, avoir le temps d'échanger, pouvoir travailler aussi, voilà, participer à la vie du collectif. C'est un peu en fonction des modalités de chaque lieu. Qu'est-ce qui t'a donné l'élan, le dernier élan, cette dernière impulse pour t'autoriser justement à t'offrir ce cheminement et cette transition, comme tu l'appelles? L'élan, je crois que c'est venu du premier confinement du Covid. Ça faisait longtemps que je voulais partir, ça faisait longtemps que l'idée d'aller explorer des écolieux et des collectifs m'appelait. Et puis, bah, il y a eu le Covid où vraiment là, je me suis dit, mais il faut que j'y aille. Enfin, là, en fait,
enfin, c'est maintenant. Enfin, ouais, il y a eu ça, le fait de pas me sentir, enfin, d'être dans une année difficile dans mon travail aussi, où voilà, avec tous les masques, toutes les difficultés que ça a posé, ça m'a aussi. Moi, j'adore mon travail. Enfin, je veux dire, j'ai jamais voulu partir de mon travail. Ça a toujours été une passion de me lever le matin. Et en fait, le fait de me sentir pas très bien cette année, ça a été aussi un renversement parce que je me suis dit, bah là, j'ai moins de motivation à me lever le matin, donc c'est un signe pour moi fort de quand on a plus, enfin, quand moi j'ai plus envie de me lever, c'est qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que je dois changer. Et là, c'était, bah là, je dois arrêter de travailler pendant un an. Enfin, c'était clair pour moi, même si c'était impensable jusqu'ici, parce que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours aimé travailler, et donc, c'était aussi changer mon rapport au travail. C'était, voilà, accepter cette liberté, d'accepter de pas travailler. Et qu'est-ce que je suis si je suis plus prof, parce que je me définis beaucoup par mon travail. Donc, ouais, je pense qu'il y a eu le Covid, il y a eu ce qui a découlé du Covid, et puis il y a eu aussi ma rencontre avec Baptiste qui quand même m'a aidé à concrétiser le projet parce que le fait d'être deux, quand même, ça aide. Vraiment, je me rends compte que ça donne l'énergie aussi de se stimuler parce que dans les périodes où on doute, être deux, avoir l'autre qui dit mais si, mais ça va être super, il faut y croire, tu vois, ça va être trop bien. On dit mais oui, en fait, oui, bien sûr. Donc, je pense que tous ces éléments-là ont fait que voilà, je me suis sentie vraiment l'élan de me dire bah maintenant, je concrétise, j'y vais, je vais mettre les mains dans la terre, c'est parti quoi. Oui, de l'idée en fait à l'action et tout ce processus de la rencontre et puis peut-être aussi des phases, comme tu le dis très bien, mais d'inconfort, presque même de dégoût de la situation actuelle et puis trouver tes ressources en fait pour y aller quoi, pour y aller vraiment. Et ce que je trouve aussi très chouette finalement dans ta démarche, Justine, c'est que c'est vraiment avec beaucoup de générosité que tu nous partages tes textes que je suis là depuis quelques semaines maintenant sur ton blog, mais aussi voilà, en privé. C'était important pour toi de prendre le temps d'écrire, prendre le temps de transmettre. Ah oui, c'est le premier truc, je pense, que j'ai dit à Baptiste quand on a décidé de faire ce projet. J'ai dit, ah, mais je vais créer un blog. Enfin, pour moi, c'était évident parce que je crois que déjà, ce qu'on fait, c'est important de le partager parce qu'on voit plein de choses qui peuvent nourrir l'humanité au sens large. C'est un grand mot, mais vraiment, je crois qu'on a de plus en plus besoin dans notre société d'aller vers ces élans-là, de nourrir ces élans-là. Et donc, pour moi, c'était essentiel qu'on partage ce qu'on va voir, ce qu'on va travailler, les différentes modalités. Et puis, parce que c'était aussi un moyen de rester en lien avec nos familles, nos amis. Pour moi, c'est évident. Enfin, c'était difficile de me dire, ah, je vais plus vivre près de ma famille et de mes amis, parce que j'aime beaucoup les voir. J'aime beaucoup voilà, être nourrie par leur présence. Donc, me dire comment je reste en lien. Et puis aussi pour le plaisir d'écrire, parce que moi, j'adore ça. Et, enfin, voilà, non, vraiment évident. Et puis, ça permet aussi de prendre le temps d'intégrer l'expérience. Enfin, pour moi, l'écrit, c'est vraiment une intégration d'expérience. Et donc, c'est important, après chaque lieu, pour moi, de me poser, de prendre le temps de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ce lieu? Qu'est-ce qui m'a marqué? Quel regard critique je peux avoir dessus? Ça fait vraiment partie prenante de mon expérience, de ma façon d'incorporer, d'intégrer une expérience passée par l'écrit. Donc, ouais, c'était évident. J'ai même pas réfléchi. Enfin, ouais. Et c'est précieux ce que tu nous partages là. Souvent, il y a beaucoup d'expérience dans le faire, dans le faire, dans le faire. Enfin, comme dans cette consommation, on prend plus vraiment le temps de s'arrêter pour, comme tu l'as très bien dit, incorporer, sédimenter, digérer toutes les expériences qu'on se donne à vivre. Et tu parlais aussi de sobriété, tout ton processus aussi de choix dans les vêtements, dans le matériel que vous avez emmené dans cette Fiat Panda. Ça m'évoque aussi vraiment cette notion d'écologie intérieure, en fait, et dans le relationnel et dans l'intrapersonnel, et aussi du coup dans cette découlante du matériel en fin de compte. Ouais, tout à fait. Mais de toute façon, l'idée aussi de cette année, c'était aussi d'aller travailler sur nous, de continuer à explorer ce qu'on est, ce dont on a envie, quels sont nos besoins. C'est vrai que la question de l'écologie intérieure, et j'aime bien maintenant ce terme plutôt que développement personnel que j'ai utilisé pendant longtemps, mais le terme d'écologie intérieure, ça fait un petit bout de temps maintenant que je commençais à y travailler. Et pour moi, c'est essentiel de continuer à grandir, à se poser des questions sur soi-même, sur le monde. Moi, je me suis toujours posé 15 000 questions. Enfin, ma mère, mais toujours tu te poses, ma mère, ma famille, toujours, tu te poses trop de questions. Hein, j'ai toujours passé mon temps à me poser des questions. Pourquoi c'est comme ça? Et pour moi, c'est essentiel de continuer à se poser les questions et à les travailler, à se dire, OK, bah, je vais voir qu'est-ce que ça me fait. Les expériences sont pas toujours
là, l'expérience à Saint-Camel, pour moi, était assez forte émotionnellement. Ça m'a confrontée à des, des, des peurs face au collectif ou des difficultés, et c'était pas forcément agréable, parce qu'en fait, c'est pas un voyage que agréable. On sait qu'on ne va pas se confronter qu'à de l'agréable, mais c'est le but aussi, parce qu'on a envie j'ai envie, mais je dis on parce que je sais que c'est aussi la volonté de Baptiste, de travailler cette écologie intérieure pour pouvoir après la mettre en action, effectivement. Parce que moi, je crois beaucoup au fait qu'on transmet ce qu'on est. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ma vision des choses. Et pendant longtemps, j'étais beaucoup avec l'idée d'exemplarité. Alors aujourd'hui, j'ai plus envie d'être exemplaire parce que je trouve que ça met beaucoup de pression. Mais en tout cas, je crois quand même beaucoup à l'idée de montrer ce qu'on est aux autres. Et parce qu'on est, on va inspirer les autres ou leur donner envie de changer. Et sur des questions comme l'écologie ou le féminisme ou des choses comme ça. Enfin, pour moi, je me suis vraiment rendu compte que c'est ça qui marche le mieux, c'est de montrer ce qu'on peut faire et de l'expérimenter soi-même et puis de se dire parfois, ah bah ça marche pas ou je me suis trompée pour, ouais, pour se transformer et aider à transformer la société aussi, le monde qui nous entoure. Parce que forcément, si on bouge, les choses bougent autour de nous. C'est... Mmh. Ouais, ça me parle vraiment beaucoup, tout ce que tu viens de partager sur le fait qu'en fait, on ne peut pas changer par la force et par la rigidité, mais c'est justement dans cette flexibilité, dans cette agilité, de s'offrir justement le fait d'être vivant hein, dans l'inconfort, le déconfort. Ça ne se dit pas, mais l'inconfort, le confort, enfin, dans toute la palette en fait de sensations que humain on peut expérimenter. Donc, c'est par l'expérience, c'est par le fait de s'autoriser justement à vivre les choses, à les observer, à tâtonner. Tu vois, ça m'évoque aussi vraiment toute cette importance de, voilà, d'être à l'écoute de ce qui nous traverse. Parfois, on peut se faire une représentation des choses et puis en fait, on fait l'expérience et ça ne nous va pas du tout. Et c'est justement plus, à mon sens en tout cas, hein, plus on s'autorise à vivre, à explorer, à expérimenter, à tâtonner, à faire des pas en avant, des pas en arrière, à dire oui, à dire non, à dire peut-être, et puis à s'arrêter, à revenir, qu'on peut avoir justement des échos. Parce que, effectivement, moi aussi, je crois que tout notre procédé organique de justement sédimenter et d'intégrer, comme à chaque fois, des nouvelles mises à jour dans notre façon d'être, il n'y a que ça qui peut questionner, inspirer ou alors au contraire rebuter certaines personnes. Parce que bah voilà, on est tout le temps, on est des êtres sociaux, on est tout le temps en interaction. Et mine de rien, j'ai l'impression qu'on transpire, en fait, on est poreux, un peu comme tu sais, à l'image de notre peau ou à l'image de la Mmh. terre que tu touches, là sans doute dans les éco-villages que tu vas rencontrer. Il y a des choses qui se vivent à l'extérieur, à l'intérieur, et on a cette capacité justement de, comment je pourrais dire ça? Ouais, de diffuser, de partager. Ouais, je suis vraiment totalement d'accord avec ce que tu dis. Et ça, enfin, ce que tu as dit résonne beaucoup. Tu as dit un moment qu'on on transmettait mieux par la souplesse que par la force et la rigidité. Et moi, j'en ai fait vraiment l'expérience parce que j'ai été militante féministe pendant une certaine période de ma vie. J'étais très en colère. Je voulais vraiment que les choses elles changent. Je voulais vraiment qu'elles avancent parce que, bon, comme j'ai mis dans la description, idéaliste terre à terre, je suis idéaliste, mais j'ai envie que les choses elles changent matériellement. Donc j'aime me mettre dans l'action. Et vraiment, j'ai passé 3 années où je faisais plein de choses. Je manifestais, j'écrivais des articles. Mais en fait, j'ai saoulé tout le monde autour de moi. Mais mes amis, ils en pouvaient plus, ils en avaient assez parce que j'étais très directive. Enfin, j'étais sûre de ma vérité. J'étais là, il faut pas faire ça, il faut faire comme ça. Et je me fâchais. Enfin, et ça menait des moments c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et puis bon, après, j'ai fait un travail intérieur sur ça. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que c'est. Et mes amis me le disent, hein, mes amis qui me connaissent depuis longtemps, me disent, mais maintenant, c'est beaucoup plus simple de parler avec toi, Justine, sur des questions avant qui étaient difficiles. On peut discuter. Et, et c'est vrai que je me suis rendu compte que, en fait, les choses passent mieux quand on les incarne plutôt qu'essayer de les imposer aux autres, même si ça nous paraît juste, parce que ça me paraissait vraiment juste. Pour moi, c'était un combat tellement juste. Enfin, il fallait absolument que le monde entier devienne féministe. Et en fait, j'ai arrêté complètement de militer. Mais je me suis rendu compte que dans ma pratique, en utilisant du langage inclusif, par exemple, de l'écriture inclusive, en mettant juste à chaque fois le focus en disant est-ce que vous avez vu ça ou pas, mais je faisais 10 fois plus parce que les gens se braquaient pas autour de moi, et ce qui est normal, parce qu'ils se sentaient pas attaqués ou agressés. Et en fait, finalement, j'ai même des amis qui détestent l'écriture inclusive. Au début, ils n'aimaient pas et qui l'utilisent maintenant de temps en temps. Et ça me, enfin,
pour moi, c'est juste une victoire de me dire, enfin une victoire, mais pour moi-même, en fait, de me dire, bah, tu vois, en fait, il faut choisir enfin, c'est pas il faut, c'est choisir le chemin de la souplesse et de l'incarnation. En fait, ça marche beaucoup mieux que, que la rigidité et la force, même si au fond, c'est pour la même chose que tu as envie c'est la même chose que tu as envie de transmettre. Entre ce que je dis aujourd'hui et ce que je disais avant, c'est pareil, mais c'est pas la même manière de le transmettre. Et je me rends compte aussi dans ma pratique en tant qu'enseignante que si on cherche trop à être dans la force et dans la contrainte, ça marche pas. En fait, il faut, voilà, l'important c'est d'instaurer un climat de confiance, de dialogue possible. Et ça, c'est ça qui est vraiment précieux pour que les choses changent autour de soi, pour véhiculer ses idées. Oui, tu soulèves une notion tellement précieuse et tellement importante qu'on aborde beaucoup en programmation neurolinguistique, vraiment sur cette idée que on a chacun notre carte du monde, notre représentation, nos façons de voir les choses, et c'est tout à fait légitime en fait. Et à partir du moment où on prend conscience qu'on voit les choses avec nos propres lunettes, avec nos propres façons de voir le monde, et que les gens, c'est complètement différent, dès lors qu'on observe, qu'on en prend conscience, on peut peut-être justement trouver un espace. Ça aussi, la communication consciente, elle en parle beaucoup. On peut trouver un espace où on se rejoint, en fait. On se rejoint dans la relation et non plus forcément dans la raison. Et, et oui, enfin, moi, je suis vraiment profondément convaincue par la puissance de la douceur, en fait. C'est vraiment une approche qui est extrêmement puissante, en fait. Puissante dans le sens où elle met en confiance, elle est confortable, et on s'en rend même pas compte, mais ça vient juste, ça vient diffuser en fait. Tu sais, moi je sais pas, c'est ça qui me vient aujourd'hui, mais c'est comme ces racines, tu vois, qui poussent comme ça dans les profondeurs du sol, quoi, et puis à leur rythme tranquillement, elles font juste ce qu'elles ont à faire, et puis parfois elles vont en rencontrer d'autres, et ça va, et ça va émerger en fin de compte. Ouais. Mais c'est vrai que comprendre que chacun, chacune a sa vérité, enfin, en tout cas, voilà, comme tu le dis, voit les choses à sa manière, ça a été un vrai travail pour moi. Et la communication non violente, rencontrer la communication violente, rencontrer la communication non violente comme outil, ça a été très fort pour ça, pour me rendre compte qu'en fait, chacune a sa vérité et il faut l'écouter parce que c'est important de prendre en compte ce que l'autre voit ou ce que l'autre sent. Et il n'y a pas à dire c'est vrai ou c'est faux, c'est un ressenti et effectivement d'aller ensuite se rejoindre sur d'accord, mais quelle est notre envie commune? C'est d'être en lien, c'est d'être bien. Alors comment on fait pour être bien ensemble? Mm. Ça a été un vrai apprentissage pour moi, ça. Hmm. Et je voudrais revenir aussi sur ce que tu disais. Tu parles beaucoup du passé, de cette part très militante et très engagée chez toi. Moi, j'ai quand même cette sensation, en tout cas de là où je me trouve et la façon dont je te perçois, que ce chemin-là que tu t'offres pendant un an, c'est un acte militant profondément engagé. J'ai juste l'impression que les outils ou la technique ne sont plus vraiment les mêmes, en fait. Oui. Oui, oui, non, je suis tout à fait d'accord. Et l'intention reste la même. L'intention, c'est de, voilà, de vouloir créer un monde plus juste et des relations plus justes. Mais effectivement, le chemin est un peu différent. Un peu plus juste pour moi, en tout cas. Ouais, tu t'offres finalement d'expérimenter et de sentir, ressentir, voir à quel degré est-ce que c'est OK ou c'est pas OK pour toi. Oui, exactement. Et puis aussi de ne pas être que dans le il faut, que dans la raison, que dans, voilà, même d'un point de vue écologique. Ah oui, mais j'ai conscience qu'il y a plein de choses à faire parce que au niveau écologique et en même temps jusqu'à quel point je suis prête tout de suite à changer radicalement de vie peut-être pas tout de suite. Donc pour moi c'est important d'aller sentir ce qui est juste ou pas et de pas être dans le devoir parce que j'ai pu avoir une tendance, je peux avoir encore une tendance à être beaucoup dans le il faut faire ça, c'est ça qui est bien, mais dans qu'est-ce qui est juste, voilà, qu'est-ce qui est juste là maintenant, dans mon corps, dans ma tête, mais surtout dans mon corps, là où je me sens bien, et ça, c'est intuitif et ça se sent. Enfin, c'est que de la sensation. Donc il faut pour ça, il faut expérimenter. Parce que sinon, enfin, on est dans sa tête et on peut se dire oui, ce sera ça que je veux ou c'est ça qui est pour moi. Mais je suis vraiment convaincue aujourd'hui qu'il faut expérimenter pour ça, pour sentir. Parce que savoir, c'est autre chose. Mais sentir si c'est vraiment juste ou pas.
D'abord, un de mes sujets favoris, c'est vraiment le retour au corps. Et tu parlais de sécurité tout à l'heure de l'emploi. Et moi, il y a quand même quelque chose qui me vient depuis quelque temps maintenant, c'est que toute notre sécurité, en fait, elle se trouve dans notre corps, dans notre façon aussi dont on s'habite à l'intérieur. Et a fortiori, du coup, comment est-ce qu'on habite avec notre entourage et dans les lieux où on se trouve. Et tu as parlé du fait que tout n'était qu'une résultante de sensations. Il n'y a que par l'expérience organique et par aussi laisser la patience et le temps au processus d'être que tu pouvais vraiment savoir et comprendre pour toi. C'est non, c'est assez. En fait, quand on parle de ça, je me dis waouh, quel chemin parcouru parce que moi j'ai été beaucoup enfermée dans ma tête depuis toute petite. Je suis l'intello, celle qui passe son temps à être dans son monde, dans sa tête. Et je me dis que je suis heureuse maintenant de voir que waouh, je commence enfin à comprendre que oui, effectivement, c'est dans le corps que ça joue. En tout cas, c'est le corps c'est d'abord et effectivement, la sécurité, je suis complètement d'accord avec toi. Et je suis en train de faire ce chemin-là, de comprendre que la sécurité, elle n'est pas à l'extérieur dans tout ce qu'on met, dans le fait d'avoir un appart, un boulot sécurisant, plein d'amis super. Mais justement, quand on n'a plus tout ça, et c'est notamment ce qui m'a traversé il y a 2 semaines, c'était ça. C'était, je me sens insécure. Et pourquoi? Bah parce que j'ai plus mes repères extérieurs. Bah oui, mais comment du coup je vais chercher cette sécurité à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je peux aller sentir pour me dire, mais ça va, t'es en sécurité et tout va bien. C'est un vrai, mais c'est un vrai chemin parce on n'est pas habitué et je vois dans l'éducation, on n'apprend pas non plus aux enfants ça. Enfin, on apprend toujours que la sécurité elle est à l'extérieur. Travaillez bien à l'école, vous aurez un bon travail. On dit pas, apprenez à vivre pour être heureux. Enfin, c'est pas. Donc déjà, voilà, c'est normal que on arrive et qu'on soit là à tout projeter à l'extérieur parce qu'on nous apprend jamais à être à l'intérieur de nous-mêmes et à comprendre ce qui se passe, ce qui se ressent. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème de l'éducation nationale. Enfin, de l'éducation, mais nationale en particulier. Ouais, justement, j'avais envie de t'interroger là-dessus. En fait, donc cette année, tu vas aller à la rencontre de pédagogie. Je n'ai pas vraiment envie de les appeler alternatives parce que pour moi, elles sont Mm. primordiales, mais en tout cas de différentes pédagogies de celles qui sont proposées dans le lot commun, on va dire ça comme ça. Ouais. Euh, tu as aussi décidé, après cette année de césure, de revenir travailler pour l'éducation nationale. Est-ce que du coup, enfin, comment tu te projettes en fait avec toutes ces découvertes? Est-ce que c'est des choses que tu vas pouvoir réinsuffler par ailleurs ou est-ce que c'est pas encore quelque chose qui te traverse? Alors, mon envie, c'est de. Bon, les pédagogies, effectivement, on ne devrait pas les appeler alternatives et je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Depuis que j'ai passé mon concours en 2015, je me suis toujours intéressée à ça. Donc, j'ai toujours essayé d'attraper par-ci par-là des choses qui me semblent intéressantes, la pédagogie de projet, le fait de travailler plus en collectif ou en collaboration. Pour moi, c'est vraiment important et j'essaie déjà de les insuffler dans mes classes. Après, effectivement, à 30 par classe, c'est très très compliqué d'innover en termes de pédagogie parce que c'est juste, il y a du cadre à mettre, c'est compliqué. Et donc, mais mon envie, c'est de continuer à me former plus concrètement. Je travaillais l'an dernier bénévolement à côté de mes cours dans l'éducation nationale dans un collège expérimental aussi pour me nourrir de ce qui se fait ailleurs. Et mon envie, c'est vraiment ça, là, cette année, de continuer à me former pour voir ce que je peux prendre, comment je peux améliorer ma pratique. Après, je sais que je vais pas faire de miracle dans l'éducation nationale parce que, voilà, encore une fois, 30 par classe, c'est juste pas possible. Enfin, je vois bien tous les groupes que j'ai pu voir, c'est 10, 15, 20 élèves maximum. Donc, pour moi, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de fond du nombre d'enfants par classe, rien ne pourra aller, même avec la bonne volonté du monde et les bonnes pédagogies. Et après, mon questionnement, c'est est-ce qu'à terme, je vais quitter ou pas l'éducation nationale? Et ça, je ne sais pas. Pour moi, c'est très compliqué encore d'abandonner d'abandonner, mais cette notion de service public qui est très importante pour moi. Je trouve que même si l'éducation nationale a plein de défauts, elle a quand même cet avantage incroyable d'être gratuite et d'offrir à tout le monde une base commune. Alors bien sûr, inégalitaire, ça c'est clair, mais quand même, enfin, faut se rendre compte de l'incroyable chance que c'est. Et vraiment, pour certains et certaines, l'école, c'est
c'est tellement important. Enfin, moi, ma vie, je l'ai construite grâce à l'école. Je viens d'une famille modeste. L'école, ça a été incroyable pour moi. Ça m'a tellement nourrie. Et même imparfaite qu'elle soit, hein. Et pourtant, c'était dans les anciennes ZEP qu'on appelle maintenant des REP. Enfin, j'ai pas une scolarité incroyable, mais ça m'a tellement nourrie. Et je crois encore à ça, au fait que l'école, elle peut tellement nourrir, comme elle peut aussi tellement faire de mal. Et j'ai du mal à lâcher l'idée que je vais, moi, essayer de ramener ça dans le service public. Mais c'est un vrai questionnement parce que dans le service public, on souffre, les profs souffrent, les élèves souffrent, les parents souffrent. En fait, tout le monde souffre tellement. Et alors là, avec le Covid, c'était encore pire pendant 2 ans. Je me dis, est-ce qu'on peut continuer longtemps comme ça? Est-ce que je vais continuer, moi, longtemps à m'infliger ça? Et en même temps, je me dis, mais si tous les profs qui sont un peu conscients ou qui ont envie de faire autrement partent, mais on va laisser à des enfants qui n'auront pas le choix parce que de toute façon, les écoles dites alternatives, en général, elles sont payantes et chères. Bah, ça ne participe, enfin, c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, ça, c'est des gros questionnements que j'ai. Et je sais pas encore, je m'en suis pas encore dépatouillée, mais c'est l'occasion cette année de me questionner, de continuer à me questionner. Merci d'aborder ça, Justine. Moi, c'est des grands questionnements. Il y a quelques années maintenant, j'ai fait ce chemin aussi. Donc, je suis partie pendant un an à la rencontre de maraîchères, de maraîchers, pour aller aborder justement ma place avec moi-même, ma place dans le monde, ma place avec les autres, et pour peut-être m'offrir à ce moment-là une nouvelle perspective dans ma vie. Et depuis, intimement, je nourris cette idée que j'ai envie de partir loin de la ville où je me sens bien, où ça me demande, parce que je suis un légume hors sol, encore plus et plus et plus d'énergie pour rester alignée, ancrée, pour me densifier, pour trouver des ressources. Voilà, pour être à l'aise avec qui je suis et aussi avec mon entourage et dans le cadre de mon travail. Et c'est vraiment des grandes questions qui m'animent, vis-à-vis desquelles je n'ai pas de réponse toute tracée. Je sais pas. Mais je suis toujours là, comme ça, en train de me questionner, dans cette envie de partir m'isoler au fin fond du Vercors ou de rester comme ça en ville. Et tu vois, quand tu dis, ben voilà, il reste qui dans le bateau, en fait? S'il y a que des machines, que des automates ou que des personnes, en fait, qui n'ont pas déconstruit, qui n'ont pas fait ce chemin de conscience, où sont les pionniers, où sont les personnes qui diffusent? Et je crois que c'est encore ce truc-là qui me retient de rester aussi. Ben moi, j'habite en banlieue parisienne et je fais un travail d'accompagnement pour se reconnecter au vivant en soi, pour continuer toujours plus à s'accueillir avec de l'humanité, avec douceur, avec beaucoup d'amour. Et souvent, je me dis, bah voilà, je crois que j'ai aussi ce rôle, pour l'instant en tout cas, de rester pour aller diffuser ou passer cette lumière et cet amour qui vibre autour de moi. Mais, mais tu as aussi dit quelque chose qui est tellement précieux, c'est à quel moment, en fait. Tu vois, cette distinction entre le service et le sacrifice qui est très poreuse, en fin de compte. Est-ce que c'est juste? Et c'est vraiment des questionnements, hein, mais moi, j'ai toujours pas de réponse. Et peut-être que le podcast, c'est aussi pour moi une source de rencontres, tu vois, de permettre à vous, chères femmes, de venir aussi à ma rencontre depuis là où je me trouve, et puis de m'inspirer, de me questionner. En fait, c'est pour changer les choses. Est-ce qu'on est complètement hors du système ou est-ce qu'on est à l'intérieur? De quelle façon est-ce qu'on s'engage? Avec quelle technique? Avec quels outils? Est-ce que on nourrit notre pratique quotidienne? Je ne sais pas. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de réponse toute faite et la réponse, on l'a fait en cheminant. Et effectivement, quelle place on a dans le monde, quelle place on veut avoir. Mais moi, ça me rappelle juste, enfin, il y a un an, j'ai rencontré un élève qui s'appelle Eddy. Et c'était un élève qui était, même avant de l'avoir, je raconte cette anecdote parce que pour moi, ça a été vraiment une incroyable rencontre. Ma plus belle rencontre de prof, je pense, même si j'en ai fait déjà des belles. Et un élève, avant de l'avoir, tout de suite, on m'a dit: ah, lui, tu vas voir, c'est une horreur. Parce que, bon, malheureusement, les profs ont une tendance un peu déjà à prévenir les autres, ce que je n'aime pas trop, parce que j'aime bien avoir un élève et ne pas savoir, ne pas savoir d'où il vient, lui laisser une chance, en fait, laisser une chance à chacun, chacune de renouveler à chaque année. Et donc, tout de suite, on m'avait dit: tu verras, cet élève, il est horrible. Et j'ai rencontré ce garçon qui avait 14 ans, 15 ans, hein, il était en troisième. Et c'était un garçon, mais incroyable, incroyable. Je pense que c'était un garçon au potentiel, je sais pas parce que je n'étais pas diagnostiquée, mais avec
des questionnements sur le monde. Et alors oui, il avait un problème avec l'autorité. Il détestait l'autorité. Il aimait toujours remettre en cause l'autorité des adultes. Mais il était fin. Et en fait, moi, j'ai adoré travailler avec cet élève et on a lié une vraie relation de confiance. Et au point qu'à la fin, il venait me voir et il me disait, mais je sais, il me dit, j'ai des problèmes pour gérer mes émotions. Comment je peux faire, madame? Comment je peux m'améliorer? Et je me disais, mais en fait, ce garçon dont j'ai entendu tellement de mal autour de moi, parce que aussi il a été compliqué et que voilà, pour certains, c'est des profs qui souffrent, hein, encore une fois. C'est difficile d'être tout seul devant une classe de 30 élèves quand quand les élèves ont décidé d'être méchants. Enfin, c'est pas facile. Mais je me disais, waouh! Et je me disais, mais cet élève, personne n'avait jamais regardé comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose. Et je lui ai dit, mais Eddie, mais tu te rends pas compte. Je lui ai dit, t'es une huître. Je lui ai dit, t'as une grosse carapace là, de méchant. Mais je lui ai dit, mais t'as une perle au fond de toi. Il faut que tu t'en rendes compte. C'est incroyable ce que tu fais, ce que tu dis. Juste, tu le mets pas à bon escient. Et je me dis, mais des élèves comme ça, enfin, je sais pas quoi, s'ils sont tout seuls après. Alors bien sûr, je dis pas que je suis la seule à être comme ça, hein. Il y a plein de profs super géniaux qui sont là pour les élèves. Il y en a plein, plein partout. Mais du coup, moi, je me dis, ah, mais si, enfin, ouais, j'ai du mal à me dire, je vais partir pour l'instant. Bon, j'aiderai d'autres élèves qui sont aussi mal dans l'éducation nationale et qui trouvent d'autres lieux, d'autres endroits. Mais je me dis, ouais, je sais pas. Enfin, pardon, je suis partie dans mon. Non, non, mais ne t'excuse surtout pas. C'est bien aussi, tu vois, ce podcast, il est créé pour ça, en fait. Il est créé pour Mhm. questionner et puis peut-être aussi laisser des choses en suspens. Peut-être que si on refait cet épisode à ton retour d'Alterville, les choses auront Ouais, peut-être peut-être changé, mais c'est important, justement, tu vois. Moi, je te disais, j'ai pas de réponse toute tracée. Je me questionne vraiment au quotidien. Je passe ma vie à faire des allers-retours, à être vraiment dans cette grande spontanéité. Et tu as dit quelque chose qui est vraiment fondamental, tu vois, c'est sclérosant de poser les étiquettes ou de rester avec des préconçus, des idées, des jugements, des croyances. Donc, tu vois, on est aussi par là en train d'aborder quelque chose qui pour moi est fondamental. C'est de laisser la vie se faire et arrêter de vouloir tout comprendre ou tout enfermer, en fait. Parce mhm. que, ça fait de bien à personne, en fait. Et justement, je pense qu'en tant qu'adulte, jeune adulte, et c'est notamment le public que j'ai l'impression de toucher principalement avec ce podcast, je crois qu'on a vraiment ce rôle à jouer aussi dans cette idée que, tu vois, il y a des gens plus âgés et il y a aussi des gens qui sont devant nous. Et peu importe leur âge, peu importe leur genre, ça, on s'en fout complètement, mais et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, on a cette possibilité d'inspirer. On a cette possibilité aussi peut-être de réinsuffler beaucoup d'amour, beaucoup de créativité, beaucoup de liberté et de souveraineté en ce sens où juste observer les gens sans mettre d'étiquette. Ah, lui, il est comme ça. Elle est comme ça. Ah non, ah blablabla. Mhm. Tu vois, juste Ouais. ça. C'est peut-être la graine que j'ai envie de semer dans cet épisode, en fait. Sortir de ces idées toutes faites qu'on appose en fait en permanence et juste regarder juste ça, changer son regard, orienter les choses de façon différente et tourner sa posture en fait. Et ça, on revient sur voilà mon sujet favori, mais ça passe aussi par notre façon d'être avec nous-mêmes dans notre propre corps. On ne peut pas être en interaction, en relation avec les autres de façon saine, soutenante, si déjà avec soi-même, on est dans le jugement, on est dans l'attente, dans la croyance et dans les limitations permanentes, en fait. Et par rapport au corps, euh, une des choses qui m'a le plus aidée, par exemple, pour être prof, c'est ma pratique du yoga et de la danse libre. Alors, qui n'a rien à voir avec l'enseignement en tant que tel, mais qui me permet tellement de lâcher, voilà, lâcher les tensions. Avec la danse libre, de lâcher beaucoup les tensions que j'ai plus du coup en revenant en salle de classe, ou que j'ai moins en tout cas. Le yoga, d'apprendre à respirer, ça a été, pour moi, ça a été d'apprendre voilà, à être droite, à respirer, à me dire, voilà, accueil, accueil, là il y a une tension, accueil, et pour moi c'est des outils du corps, mais en fait qui me servent tous les jours dans ma pratique enseignante, et je me dis, c'est incroyable quand même, parce que a priori on se dit ça n'a rien à voir, mais c'est tellement juste ce que tu dis d'être bien dans son corps et de bien habiter son corps, sans jugement, voilà, juste en étant là pour pouvoir être bien dans sa vie,
et insuffler au maximum, semer des graines au maximum, enfin voilà, être là, être présent, transmettre ce qu'on est. Je trouve que c'est vraiment ça l'important. J'ai envie de te proposer pour clôturer cet épisode, peut-être voilà un message, une phrase, quelque chose qui t'inspire ou tout à fait autre chose pour les personnes qui nous écoutent, peut-être qui elles aussi se questionnent, qui voilà, je te laisse libre dans ce que tu as envie de partager ton dernier mot pour cet épisode. Mon dernier mot, c'est difficile, mais je crois que la phrase qui m'a le plus aidée dans ma vie ou qui m'a le plus soutenue, et qui est très galvaudée, mais que j'adore quand même, c'est cette fameuse phrase de Nietzsche qui dit « Deviens ce que tu es ». Et vraiment, pour moi, l'idée, c'est de faire en sorte de devenir toujours plus la personne qu'on est au fond de nous, la personne authentique, et pas celle qu'on attend, celle qu'on croit être ou celle qu'on pense qu'on doit être pour faire plaisir aux autres. Et c'est un vrai chemin. Et c'est pas toujours facile et c'est pas toujours confortable, au contraire. Mais pour moi, c'est le plus important parce que c'est ça qui permet de la joie, d'être en joie, de vivre en joie. Et ça passe beaucoup par le corps. Je m'en rends compte aujourd'hui, par le corps, mais par la confiance en ses sensations. Donc voilà, j'ai vraiment envie de transmettre ça et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes élèves tout le temps. Vous êtes incroyables, soyez ce que vous voulez être, pas ce qu'on vous dit d'être. Vous voulez pas devenir avocat, faites pas des études d'avocat. Vous voulez être menuisier, soyez menuisier. C'est ça l'important, de faire ce qu'on a envie, d'être ce qu'on est au fond. Donc voilà, peut-être mes derniers mots. J'adore. Et j'adore que tu soulignes cette notion de joie, cette notion de plaisir, cette notion juste de joie et de plaisir qui est vraiment une source et un moteur de vitalité illimité. Vraiment, moi, c'est ce que je touche en ce moment et que j'ai envie de continuer à développer. En fait, c'est juste ce plaisir d'être vivant. Et tu vois, j'ai fait un rêve il y a quelques jours, Justine, que j'ai envie de te partager, mais du coup, que je veux aussi partager à tout le monde. J'ai fait ce rêve, un rêve très simple, où je vivais une journée, tout ce qu'il y a de plus classique dans ma routine, dans mon quotidien. Et en fait, dans ce rêve, chaque mouvement que je faisais, tu vois, sortir de mon lit, prendre ma brosse à dents, c'était extatique. Et en me réveillant, je me suis vraiment dit, mais oui, en fait, tout est là, tout est avec moi, tout est en moi. Et juste, parfois, je l'oublie. Beaucoup, souvent, je l'oublie. Et je crois que peut-être un de mes seuls travails, enfin, peut-être pas un des seuls, mais en tout cas, c'est de me rappeler de toute cette vitalité, de tout ce plaisir et de tout ce bonheur juste à être vivant exactement comme on est. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à toi, Justine, d'avoir été avec nous depuis le village de Pourgues. Je salue d'ailleurs Ramine, si tu nous écoutes dans ce podcast, qui fait des formations absolument exceptionnelles sur le collectif, sur la gestion des conflits que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans une de ces formations qu'il propose tout au long de l'année. Donc, vous pouvez aussi aller retrouver le village de Pourgues et tout ce qu'il propose. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre présence, merci à tous ces messages que je reçois depuis la création de ce projet. C'est vraiment très, très encourageant à continuer à développer ces partages de cœur à cœur qu'on peut s'offrir et aussi honorer. Voilà, encore une fois, le simple fait d'être vivant avec toute cette palette, toute cette diversité, toute cette multiforme de personnes qu'on peut être déjà pour nous, mais toutes les unes, les uns avec les autres. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'écrire. Je pense que ce projet de podcast, c'est vraiment une opportunité à part entière aussi de développer cette confiance dans le fait que ce qu'on a à partager, c'est précieux, c'est unique et il n'y en a aucune autre qui est comme nous. Et ça, c'est notre plus beau cadeau. Voilà. De cœur à cœur, Chloé.